Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Time for the Planet. Le mouvement a été lancé il y a 2 ans. Nous sommes maintenant plus de 30 000 associés avec une mission commune, détecter et déployer des innovations pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. L'an dernier, nous étions sur ce plateau pour lancer la sélection des innovations. Aujourd'hui, cette émission, c'est l'occasion de faire le bilan. Ensemble, une émission qui se déroulera en 3 temps, nous allons pouvoir aborder qu'est-ce qu'une innovation et pourquoi nous avons besoin de ces innovations, mais aussi comment se fait la sélection, qui et à quelles étapes ils interviennent, et enfin, le résultat, quelles sont les 3 premières innovations retenues par Time for the Planet, qui sont les femmes et les hommes derrière ces projets, et enfin, comment Time for the Planet va booster ces entreprises pour tabasser les gaz à effet de serre. Si vous nous rejoignez et que vous découvrez le mouvement, je vous propose une petite vidéo de présentation de 2 minutes avant de se retrouver en plateau avec les invités. A tout de suite. Vous avez prévu quoi en 2050? Parce que je sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, 2 stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usines. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau Marjorie Wachtel, consultante innovation depuis plus de 25 ans et experte à la Commission européenne et aussi membre de notre comité scientifique. Bienvenue Marjorie. Bonsoir. À mes côtés aussi Cédric Ringenbach, fondateur de la Fresque du Climat, mais également fondateur d'un cabinet qui s'appelle Blue Choice qui accompagne les entreprises dans la transition. Bienvenue. Exactement. Bonsoir. Et enfin, à mes côtés, il restera avec moi toute l'émission. On ne le présente plus, j'ai envie de dire. Mehdi Colli, serial entrepreneur et surtout cofondateur de Time for the Planet. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Vous l'avez compris, on va parler innovation. Et pour en parler, je me tourne vers toi, Marjorie. Concrètement, on a tous en tête l'innovation associée à de la technologie ou du high-tech. Mais l'innovation, c'est quand même plus large que ça. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qui baigne dans l'innovation depuis plus de 25 ans, ce qu'est finalement l'innovation, la définition même? Alors l'innovation, en effet, comme tu viens de le dire, c'est beaucoup plus large que la technologie. Donc la définition communément admise et qu'on peut retrouver dans le manuel d'Oslo, c'est que c'est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré par rapport à l'état de l'art. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe plusieurs types d'innovations. Donc, évidemment, les innovations que tout le monde connaît, les innovations de produits,
comme par exemple le MP3 ou le smartphone. On va avoir aussi les innovations de procédés de fabrication. Donc là, ça va être plutôt une amélioration d'une chaîne de production pour diminuer les délais, par exemple. Après, on va avoir les innovations marketing ou commerciales. Donc là, par exemple, ça va être Michelin qui décide de vendre un produit qui est le kilomètre roulé plutôt que le pneu. Et enfin, le dernier type d'innovation, donc c'est l'innovation d'organisation. Donc, Time for the Planet, par exemple, c'est une belle innovation d'organisation. Mais pour parler aussi d'un sujet qui nous touche tous actuellement, le télétravail, c'est aussi une innovation d'organisation. Ok, donc vraiment c'est très large, bien au-delà du produit où on a tous en tête ce produit technologique. Cette définition-là, tu disais manuel d'Oslo, c'est ça, c'est pas ton retour d'expérience, c'est une définition officielle? Alors en effet, le manuel d'Oslo, c'est un manuel qui a été rédigé par l'OECD, qui fait une centaine de pages, et on en est à la 4e version, et c'est lui qui définit, afin de permettre d'avoir un comparatif pour tous les pays, l'innovation telle que je viens de vous la décrire. Ok, bah écoutez, top, c'est déjà une bonne chose. Donc on a tous en tête ce que signifie ce mot innovation, on va en parler beaucoup. Mais donc voilà, c'est quelque chose de très large et on va pouvoir l'illustrer au cours de cette émission. On parle d'innovation pour le climat, donc intéressons-nous maintenant aussi au sujet climat. Je me tourne vers toi du coup, Cédric, pour le climat. Tu connais bien ce problème climatique, ça fait un moment que tu travailles dessus, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Oui, en effet, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur l'enjeu du climat, qui est un sujet un peu technique, puisque pour la base, pour comprendre le climat, c'est les rapports du GIEC, qui ne sont pas très faciles à lire. Et donc, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai lu ces rapports. Donc, à l'époque, c'était le 4e rapport. Et comme j'ai ressenti le besoin très vite d'expliquer ça autour de moi aussi. Et donc, j'ai donné des cours, j'ai donné des conférences. Et puis, un jour, j'ai créé la fresque du climat, qui est un outil pédagogique qui permet d'expliquer le climat de façon plus participative, un peu moins top-down qu'un cours habituel. Donc, c'est un atelier avec des cartes sur une table, avec des participants qui vont ensemble bouger des cartes pour les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Une règle très simple, un jeu très low-tech, innovant peut-être, mais low-tech. Et c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'essor depuis 2018, avec maintenant une communauté de 10 000 animateurs et 280 000 personnes qui ont joué à l'heure qu'il est. Bravo pour ça. Et c'est top, ça permet de mieux comprendre le problème et donc du coup de l'adresser. Tu évoquais le GIEC, cet organisme mondial du coup qui recense toutes les études sur le sujet. Il nous explique le problème, et tu le décris, tu le facilites avec la fresque, mais est-ce qu'il nous parle de la solution? Le GIEC ne donne pas les solutions et ce n'est pas son rôle. Il n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut faire. Il est là pour éventuellement pour dire ce qu'on peut faire et éventuellement chiffrer les conséquences, le prix, l'efficacité des solutions qu'on peut trouver. Mais il est là pour faire un état des lieux et pas pour donner des recommandations. Par contre, il donne des informations qui sont utiles à la décision et ensuite c'est aux politiques de prendre le relais et de dire dans quelle direction on va aller. Et aux politiques de prendre le relais pour des mesures politiques, et puis aux citoyens pour changer leur comportement, et puis aux entreprises pour innover. On parle de réduction quand même des gaz à effet de serre de manière générale. Quels sont les chiffres? Tu disais qu'il y a quelques chiffres côté GIEC, les objectifs qui sont visés? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de très vite, là, il va falloir qu'on soit dans un monde dans lequel les émissions baissent. Voilà. Donc après, c'est pas le cas. Voilà, non, c'est pas le cas. Donc après, il y a des objectifs qui sont la neutralité carbone au niveau mondial d'ici 2070, du coup dans les pays développés plutôt en 2050. Et donc on parle beaucoup de cette neutralité carbone. Gardons en tête que nous vivons dans un monde dans lequel les émissions augmentent. Il va falloir aller dans un monde dans lequel elles diminuent. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est un peu la définition de l'innovation, faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. C'est clair. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire justement, concrètement? Maintenant que tu as basculé aussi sur accompagner la transition, quels sont les différents axes qu'on a en connaissant bien du coup la problématique du GIEC? Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire plein de choses et qui sont dans des domaines différents. Alors pour ça, on va l'illustrer avec une équation, une identité qui s'appelle l'identité de Kaya et qui nous décompose le problème en plusieurs sujets un peu indépendants les uns des autres. Les émissions de CO2 au niveau mondial, elles sont proportionnelles à l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien ça fait de CO2 de produire 1 kWh d'énergie. Okay. C'est également proportionnel à l'intensité énergétique de l'économie. Combien il faut de kilowattheures pour faire un point de PIB. C'est également proportionnel à la croissance par tête.
et au nombre de personnes sur Terre. Voilà. Donc là, on voit que sur ces 4 termes, on peut jouer sur chacun des termes, on peut jouer sur plusieurs termes en parallèle. Donc on peut par exemple essayer de limiter l'augmentation de la population sur Terre, d'accélérer la transition démographique sur Terre au cours du XXIe siècle. Il y a encore des pays qui n'ont pas fini cette transition. Donc on peut l'accélérer. On peut jouer sur la sobriété, donc ça c'est dans les mains des particuliers. On peut jouer sur l'efficacité, c'est plutôt au niveau des entreprises. Et puis le mix également, qui peut être à la main des États ou des entreprises quelquefois. Et l'intérêt d'avoir décomposé ça en plusieurs facteurs, c'est qu'on sait que jouer sur chacun des facteurs a le même effet. Ils sont tous au premier ordre. C'est-à-dire si je fais moins 10% sur un terme, ça fera moins 10% de CO2. Voilà. Si je fais moins 50% sur un terme et moins 50% sur un deuxième, à la fin j'ai fait une division par 4. Voilà, c'est mathématique. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, parce que pour l'instant, on a du mal à jouer sur chacun de ces termes. Sur quels axes, alors comment on agit sur ces axes-là? Une fois qu'on les a identifiés, ces leviers, ça reprend les leviers qu'on avait identifiés pour la sélection d'innovation chez Time, avec des solutions de zéro émission, mais l'amélioration de l'efficacité énergétique, on retrouve les mots-clés, on retrouve les mots-clés de chez Time, sobriété, efficacité, décarbonation, séquestration. La captation aussi qui est dans la décarbonation. Oui, on retrouve tous ces mots-clés. En vrai, moi je suis gêné par un élément dans cette équation qui est qu'on a le terme PIB qui ne veut pas dire grand-chose. Le PIB ne représente pas ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de PIB, on a besoin de services rendus par l'économie. Et entre le PIB et le service rendu par l'économie, il peut y avoir des différences très importantes. Et puis également entre l'énergie produite ou consommée et le PIB ou même le service rendu par l'économie, il peut aussi y avoir un gros écart. Tout à l'heure, Marjorie parlait du business model de chez Michelin qui propose des kilomètres parcourus au lieu de proposer des pneus. On est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que si mon business model, ça consiste à te louer un service, donc on est dans l'économie de la fonctionnalité, en ces cas-là, j'ai tout intérêt à faire durer les produits, à faire durer les pneus, à faire durer un téléphone portable, un ordinateur. J'ai intérêt à le faire durer. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, le service il soit le même. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'un pneu, de pneus sur ma voiture, j'ai besoin d'avoir un téléphone portable dans ma poche, et c'est ça qui est important. C'est pas qu'il soit obsolescent et qu'au bout de 6 mois ou 1 an, je suis obligé de le changer. Donc, si aujourd'hui on est un peu trop dans un monde dans lequel il faut qu'il y ait de l'obsolescence pour renouveler et que ça fasse du PIB, et du coup, ça consomme de l'énergie, il faut qu'on change là-dessus. Et là, il y a de l'innovation à mettre, l'innovation dans les business models, pour qu'on puisse faire durer les produits sans que ça impacte le service rendu. Le service rendu, c'est que j'ai toujours un téléphone sur moi. S'il dure 10 ans, et qu'on a fait ce qu'il faut pour qu'il dure 10 ans en renouvelant de temps en temps une pièce, moi, ça me va. Après, derrière, il faut le business model pour que ce soit rentable pour celui qui va me louer quelque chose plutôt que de me le vendre, du coup. Donc, on a l'innovation qui est au service de la sobriété dans ce cas-là, finalement? Oui, et c'est une innovation qui est beaucoup plus sur le business model que sur la technologie. Il y a des innovations à faire sur la technologie. L'efficacité énergétique, c'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies, depuis le début de l'ère industrielle et peut-être même depuis le début de l'humanité. On est intelligent et à chaque fois, on fait mieux avec moins d'énergie. Et on gagne 1 à 2% par an. OK. Bon, par contre, là, il faut qu'on fasse moins 5% par an au niveau mondial sur les émissions de CO2. Donc ça ne va pas suffire, sachant que dans le même temps, il y a la population qui augmente et une croissance économique. Donc ça ne va pas suffire, juste l'efficacité énergétique. Donc l'intelligence des ingénieurs sur la partie technologique uniquement ne suffira pas. Il va falloir aussi de l'intelligence des gens qui sont sur les business models pour être innovants dans les business models et trouver des façons de découpler ce qu'on produit, les flux de matière d'un côté, et le service rendu de l'autre, en mutualisant, en augmentant la durée de vie et des choses comme ça. Et on peut faire des découplages massifs sur ces termes-là. Très clair, merci beaucoup. Et du coup, la sobriété, tu disais, les solutions technologiques ne suffiront pas. La sobriété en tant que telle, de réduire son besoin, pas forcément non plus. En tout cas, ça peut être un premier axe. C'est intéressant. Dans quel sens on prend les choses, du coup? Bien sûr, la sobriété, c'est la première chose à regarder, à vrai dire. Je te donne un exemple. Si demain, on disait, allez, demain, on fait moins 10% sur un des termes de l'identité de Kayak qu'on a vu tout à l'heure. Mais du jour au lendemain, sur une année, voilà, sur lequel c'est possible. Il n'y en a qu'un, c'est la sobriété. Il n'y a que sur le terme sobriété qu'on peut dire demain on fait moins 10%. Et donc c'est par là qu'il va falloir commencer. On se pose tous la question de ce dont on a vraiment besoin. On fait son bilan carbone pour savoir dans ce qu'on consomme, qu'est-ce qui pèse le plus en termes de CO2 et on va le voir. La viande, l'avion, il y a des choses comme ça qui vont sauter aux yeux dans notre bilan carbone. Et on fait le ratio entre le plaisir que j'ai eu à consommer ça et le CO2 que ça a produit. Et puis on met ça par ordre décroissant et puis on regarde, on dégage prioritairement ce qui est le plus carboné.
Voilà. Donc ça, c'est la sobriété qui ne va pas coûter très cher en termes de confort ou de qualité de vie. Tu vois, ça ne va pas coûter très très cher de renoncer à ce qui est le plus carboné dans ta vie. Et il faut évidemment commencer par là, parce que c'est ça qui va le plus vite. Voilà. Et c'est à la portée des individus. Donc c'est du jour au lendemain, tu l'actives quand tu veux. Voilà. Alors les entreprises vont le subir par contre. Et après, par la suite, on va sur les autres termes, on va continuer à faire de l'efficacité. Ça ne va pas suffire en tant que tel. Voilà, on le voit bien, sinon les émissions seraient déjà en train de descendre. Donc ça ne va pas suffire, il va falloir jouer sur les autres termes. Ok. Et les autres termes, du coup, on parlait d'innovation, business model ou innovation technologique aussi. Ça prend un peu plus de temps. J'imagine, Marjorie, toi qui accompagnes des projets d'innovation, globalement, c'est quoi ça prend combien de temps de sortir une innovation, quelle qu'elle soit ? Généralement, pour un projet d'innovation, il faut compter entre 3 et 5 ans pour avoir un produit sur le marché. Donc évidemment, on se rend compte que pour aller vite, il faut d'abord décarboner de façon citoyenne et en ayant des actions personnelles. Et puis la recherche et le développement, c'est bien de la commencer le plus tôt possible pour espérer que rapidement, elle puisse venir compléter les efforts personnels qui ont été faits et les accroître de façon considérable. Et ne pas subir, du coup, comme dit, la sobriété, finalement. Il faut que les entreprises s'adaptent et fassent la transition pour pouvoir ne pas subir et être acteurs. Mehdi, tu as été beaucoup en contact avec les entreprises, du coup, notamment avec Time. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la situation pour les entreprises, justement? Est-ce qu'ils sont conscients de ce problème? Est-ce que la transition est activée? Dis-nous en plus. Oui, déjà, effectivement, cette question du PIB, moi, elle me fascine toujours parce que un des éléments qui m'a vraiment donné envie de passer le cap et de dire allez, on va y aller, on va créer Time for the Planet, c'est lorsque j'ai vu qu'il y avait une start-up qui avait lancé un lanceur de croquettes pour chiens. Et là, je me suis dit, en fait, le citoyen qui achète ça, il peut faire l'effort de ne pas acheter un lanceur de croquettes pour chiens. Je pense que ça ne va pas lui changer vraiment radicalement son quotidien. Et je pense que l'entrepreneuse ou l'entrepreneur qui va monter cette boîte-là peut se dire, est-ce que le monde a réellement besoin que je passe les 10 prochaines années de ma vie à monter un lanceur de croquettes pour chiens? Je pense que la réponse, elle est vite répondue. Et donc là, il y a vraiment un premier enjeu. Après, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est ce côté, est-ce que c'est d'abord le citoyen qui doit agir? Est-ce que c'est d'abord l'entreprise? Il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est tout le monde maintenant, tout de suite. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. C'est déjà trop tard pour arriver à éviter une catastrophe climatique. Maintenant, la question, c'est dans quelle mesure cette catastrophe va être dévastatrice. Donc c'est tout de suite. Quand moi, je suis citoyen, ma limite, c'est que je vais faire tous les efforts pour être sobre. Il faut absolument que je le fasse tout de suite. Mais même en étant sobre, je continue malgré tout à alimenter en CO2. Par exemple, j'achète un vélo, ça c'est très sobre. Par contre, je ne peux pas, moi, faire en sorte que ce vélo ait été construit dans des circonstances qui ont limité les émissions de CO2. Et bien, c'est pareil pour une entreprise. Quand une entreprise fait son bilan carbone, elle va réduire. Et puis à un moment donné, elle va arriver sur un truc qu'on appelle le scope 3. Et ça, c'est le scope 3, c'est les choses que les entreprises ne veulent pas trop regarder parce qu'en fait, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, c'est le bilan carbone que tout le monde suit. Le bilan carbone, il y a 3 axes, scope 1, scope 2, scope 3. Voilà. Et le scope 3, c'est là où tu dis... c'est là où c'est difficile. Alors, je vais vraiment schématiser énormément, mais globalement, scope 1 et scope 2, c'est ce que moi j'ai émis pour pouvoir produire mes biens et mes services. Et scope 3, c'est les éléments dont j'ai eu besoin pour pouvoir le faire. Donc, typiquement... lorsque moi je fabrique, alors prenons même l'exemple d'une voiture électrique, c'est intéressant aussi. Lorsque on est une PME et qu'on décide de réduire son bilan carbone, un des éléments qu'on peut faire, c'est ne plus acheter de voitures thermiques, mais acheter des voitures électriques lorsqu'on a des déplacements qui sont obligatoirement en voiture. Et le problème, c'est que la voiture électrique, elle aussi, elle a quand même un bilan carbone au départ. Parce qu'il a fallu aller extraire des métaux à l'autre bout du monde, souvent, que ça s'est fait avec une énergie charbon, qui est la pire énergie possible, parce qu'il a fallu faire transporter des pièces par la voile, avec des bateaux, etc. Non, par la mer, pardon, avec des bateaux. Et que tout ça, ça fait en fait un bilan carbone initial. Donc, moi, en tant que PME, une fois que j'ai fait ce travail-là d'améliorer mon bilan carbone, tout le reste, ça va être un effort collectif. Et pour faire un effort collectif, il faut un collectif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Time for the Planet. C'est un pot commun où les citoyens et les entreprises mettent de l'argent. Et nous, notre mission, et c'est sur ça qu'il faudra qu'on juge l'efficacité de ce qu'on a fait, c'est d'utiliser cet argent pour décarboner tout ce que ceux qui ont mis de l'argent dedans ne peuvent pas décarboner eux-mêmes. Donc, on vient les aider. Il y a quelque chose que tu as évoqué aussi, j'aimerais que tu en dises un petit peu plus, c'est le fait que finalement, même si on décarbone ce qu'on fait, à titre individuel ou dans les entreprises, il reste toujours une petite part qu'on ne peut pas éliminer. Et on a eu le débat avec le directeur de l'ADEME sur justement la neutralité carbone au sein d'une entreprise.
C'est quelque chose qui est juste pas possible du coup. Oui, alors ça c'est des débats techniques. Est-ce qu'on peut parler d'une neutralité carbone en disant moi, mon entreprise est neutre en carbone? Il y a plein de raisons scientifiques pour dire que ce n'est pas possible. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment une entité se met à contribuer de façon collective au bien commun. C'est un changement complètement de façon de voir les choses. Une entreprise, à l'origine, elle est créée pour satisfaire le fait de répartir du bénéfice entre des actionnaires. Ça, c'est la réalité. Simplement ça, il faut qu'on arrive à le faire évoluer pour que les entreprises et les citoyens contribuent ensemble à la neutralité. Ok. Ça, Cédric, toi, dans l'accompagnement aux entreprises, tu le vois un petit peu, cette prise de conscience et ce besoin d'aller les aider pour comprendre, décarboner? Oui, et alors ce que tu disais, Mehdi, sur le scope 3, c'est hyper intéressant. Elles ne savent pas très bien comment l'appréhender, donc on leur a imposé de faire un bilan carbone sur le scope 1 et 2, elles l'ont fait. On leur a dit maintenant il faut faire sur le scope 3, ça va leur multiplier leur bilan carbone par 10, et là elles se disent « Ah mais non, je vais passer pour un mauvais élève ». Alors, pas du tout, c'est pas du tout la question. Le scope 3, ça inclut en effet des émissions amont sur l'approvisionnement, des émissions aval sur un certain nombre de choses, dont l'usage de mes produits. Et donc, tout à l'heure, on disait que les entreprises allaient subir ma sobriété. Si moi, je décide de ne plus avoir de voiture et puis de plus, du coup, faire le plein d'essence, ben, je ne vais pas demander l'avis à mon fournisseur pour ça. Je ne vais pas demander l'avis à Total s'ils sont d'accord pour que j'arrête de consommer de l'essence. Donc, je reprends l'exemple de Total parce qu'il est intéressant. Les émissions du CO2 de ma voiture quand je roule avec, eh ben, elles sont chez moi, elles ne sont pas chez Total, elles sont dans son scope 3. Donc ils ne sont pas responsables de ces émissions, si on veut. En tout cas, ils en sont dépendants. Voilà. Donc s'ils en sont dépendants, ils ont des questions à se poser, mais des questions stratégiques. Parce que le fait que ces émissions baissent vont leur faire perdre du chiffre d'affaires, ils n'ont pas la main là-dessus. Ça va baisser parce qu'il y a des changements de comportement, parce qu'il y a des règles de jeu qui vont changer, parce qu'on va imposer des voitures électriques par exemple, ou alors on va taxer le carbone, donc peu importe ce qui va se passer, il va se passer des choses. Et en ces cas-là, une entreprise qui vend de l'essence ou du carbone, enfin du pétrole, va subir la transition. Voilà. Et quand tu es dans cette situation de subir la transition, eh ben, les questions se posent sur le plan stratégique pour ton avenir. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre dans ce monde qui fait la transition. Voilà. Et donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Et c'est des questions un peu différentes de celles qui consistent à dire comment je vais baisser mon bilan carbone. Mais on peut arriver à ces questions via le bilan carbone, via l'analyse du scope 3, et on se retrouve à être autour de la table, à complètement redéfinir la stratégie de l'entreprise, voire sa raison d'être. Et donc, c'est là qu'on retrouve les innovations que tu décrivais tout à l'heure, un peu de business model, etc., pour repenser les entreprises. Donc, des innovations au sens large. Donc, c'est beaucoup plus que purement la technologie. Donc, c'était quand même le point clé qu'on voulait aborder sur ce premier plateau. Donc, un panel très large d'innovations, pas uniquement la technologie. Et on en a besoin globalement pour pouvoir jouer sur l'ensemble des leviers que l'équation de Gaïa nous montre. J'ai pas dit de bêtises. De Gaïa, pardon. Mais c'est très beau de dire l'équation de Gaïa. Équation qui est, je crois, utilisée, tu me disais, dans le GIEC. Oui, dans le troisième groupe de travail du GIEC, donc notamment dans le 5e rapport, puisque le 6e n'est pas encore sorti dans ce GT, il y a une page entière avec l'identité de Gaïa déclinée par secteur économique. Donc on voit les différents termes sur chaque secteur économique qui sont l'agriculture, le transport, le bâtiment, l'industrie. Et pour chacun, on remplace le PIB par ce que produit cette industrie. Des kilomètres parcourus, des mètres carrés chauffés, de la matière produite, etc. Voilà. OK. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. On va clôturer cette première partie de l'émission ensemble. On a bien compris du coup la définition assez large de l'innovation. Maintenant, on va s'intéresser à voir au cours de l'année qu'est-ce qui a été mis en place côté Time for the Planet, comment on a fait la sélection de ces innovations. Et donc, je vous retrouve tout de suite après une courte pub avec un nouveau plateau pour aborder tout ça. Donc l'économie sera en train de vouloir faire coller à ces principes nuls, suicidaires qui sont les actuels, de faire du profit le maximum possible, le temps le plus court possible, en détruisant la nature, en la surexploitant, ça ne marchera pas, évidemment. En 20 ans, rien n'a changé. Les mêmes technocrates avec les mêmes habitudes, les mêmes intérêts qui prévalent sur la santé et l'environnement, les mêmes lobbies qui ont accès à tous les leviers du pouvoir, voire un peu plus probablement aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 20 ans. Il n'y a pas de « tout va bien ou tout va mal », il n'y a pas de « c'est trop tard ».
Trop tard pourquoi? Trop tard pour éviter que le système existant se casse la gueule? Non, oui, c'est trop tard. Oui. Trop tard pour éviter des gros problèmes à différents égards, et notamment climatiques? Ah oui, c'est trop tard. Trop tard pour éviter que ce soit encore pire? Non. Donc chaque dixième de degré compte, en ce qui concerne le climat, et pour le reste c'est pareil. Chaque population d'animaux sauvés compte, donc tous sur le pont, on sauve tout ce qu'on peut sauver, voilà. Deuxième partie de cette émission Time for the Planet. On va maintenant s'intéresser au travail réalisé ces derniers mois. Comment la sélection des innovations est-elle faite? Pour en parler en plateau, Marjorie et Mehdi sont restés avec moi, mais on a été rejoints par Sarah. Bienvenue Sarah. Donc Sarah Bouzez, tu es spécialiste dans le recrutement de dirigeants au sein de Members Executive Search, c'est bien ça? Et du coup, tu nous as donné un coup de main pour justement trouver des profils de dirigeants, des profils de CEO et bien comprendre du coup la personnalité. Exactement. On en parle un petit peu plus tard. Afin de bien comprendre toutes les étapes de sélection, je vous invite à regarder une petite vidéo qui résume notre processus de sélection assez unique chez Time for the Planet. Vous l'avez vu, la première étape réside sur l'intelligence collective. Et ce n'est pas un simple mot pour faire du marketing, c'est vraiment une méthode scientifique pour analyser les projets. Pour ça, une particularité, c'est d'avoir un grand nombre de personnes qui participent à la sélection et des profils très divers et variés. Pour en parler et comprendre et découvrir cette communauté d'évaluatrices et évaluateurs Time for the Planet, elle n'est pas en plateau, mais elle a préparé un petit message pour nous. C'est Cécile Duranton. Elle est animatrice, elle accueille, elle accompagne les différents évaluateurs et évaluatrices Time for the Planet et elle nous explique qui sont cette communauté. Donc aujourd'hui, on a 5000 évaluateurs. On a vraiment tous les profils, c'est ça qui est intéressant. On va avoir des étudiants, on va avoir des gens juniors, des seniors, vraiment un petit peu tous les types de personnes. Et on va aussi avoir un peu tous les types de profils. On a des gens scientifiques, des gens pas du tout scientifiques. On va avoir Agathe qui est en marketing digital, qui a fait 6 évaluations. Augustin qui est gestionnaire d'actifs photovoltaïques et éoliens, qui a fait 21 évaluations. Isabelle, qui est notre évaluatrice, on va dire, exceptionnelle, qui a pratiquement évalué toutes les innovations aujourd'hui de Time, puisqu'elle en a évalué 280 sur les 286 qui ont été évaluées par les évaluateurs, et qui, elle, est donc experte en RH et finance. Chaque évaluation qui va être faite va vraiment participer à mettre sa pierre dans le projet. Et aujourd'hui, si on a une évaluation faite par chaque évaluateur chaque trimestre, à la fin de l'année, on a 20 000 évaluations, ce qui est une quantité assez impressionnante. C'est assez simple en fait comme process. On va avoir en fait une plateforme en ligne où on va pouvoir aller, nous en tant qu'évaluateurs et évaluatrices, et sur cette plateforme, on va trouver pour chaque innovation une fiche avec toutes les informations dessus, avec des documents complémentaires, etc. Et ensuite, on va pouvoir directement sur cette plateforme en ligne noter les critères. Et quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut aussi poser des questions aux innovateurs et avoir une réponse pour aller un petit peu plus loin, pour mieux comprendre l'innovation. C'est assez simple, ça se fait vite, on peut le faire de n'importe où, à n'importe quel moment, et c'est un process qu'on explique bien aux évaluateurs. Donc pour devenir évaluateur ou évaluatrice, on a des sessions où on va expliquer aux personnes qui veulent le devenir tous les critères de Time, le processus, etc. C'est des sessions qui durent 1 heure. Tout le monde peut s'inscrire, donc c'est depuis le site de Time, dans la section Agir, devenir évaluateur, on peut trouver toutes les dates de ces sessions-là. Et ensuite, on peut devenir évaluateur.
Vous l'avez compris, donc tout le monde peut devenir évaluatrice ou évaluateur, donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté et nous aider dans la sélection ou la présélection des innovations les plus pertinentes. Marjorie, tu es membre du comité scientifique qui va derrière analyser techniquement et en détail du coup les innovations qui sont présélectionnées. Est-ce que tu peux nous faire un retour du coup sur cette méthode finalement de présélection par les citoyennes et les citoyens ? Alors aujourd'hui, on s'est retrouvé le comité scientifique 3 fois. Et à chaque fois, j'avoue, il y a eu un peu cet effet waouh en regardant les innovations, parce que vraiment les sujets qui sont proposés sont vraiment très ambitieux et permettent d'avoir une panel très large en fait, de sujets sur lesquels on va pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors après, ça je le dis en mon nom, cet effet waouh, mais en fait on est 14 experts dans ce comité scientifique, avec des gens qui viennent de plein d'horizons différentes. On va avoir des spécialistes de la biodiversité, on va avoir un expert de The Shift Project, on va avoir un des directeurs de Negawatt, on va avoir des personnes qui sont dans la mobilité durable. Donc on va pouvoir être capable de donner une vraie évaluation scientifique sur le sujet, sur les différents sujets qui sont abordés dans les innovations. Bah, tu peux nous dire du coup comment ça se passe concrètement quand on est membre du comité scientifique? Il y a une journée où vous vous retrouvez, c'est ça? Oui, alors on se retrouve pendant une journée, mais en fait ça commence, le process il commence bien avant. Environ un mois avant le comité scientifique, on a accès à la plateforme de Time for the Planet où l'ensemble des innovations et des documents liés aux innovations se trouvent. Et donc là, on va pouvoir lire tous les documents qui ont été mis à disposition par les innovateurs. On va pouvoir aussi regarder une interview de l'innovateur, enfin du porteur de l'innovation d'environ 1 heure et sur laquelle il va vraiment détailler son projet. Et surtout, on va avoir accès à l'ensemble des évaluations qui ont été faites par les évaluateurs. Et comme l'expliquait Cécile, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir accès à toutes les questions qui ont été posées par les évaluateurs et aux réponses qui ont été fournies par l'innovateur. Donc tout ça, ça va nous permettre de nous faire une première, idée des projets. Après, chacun, avec sa spécialité, va aussi pouvoir proposer des experts à Denis et qui va organiser une rencontre entre un expert sur un sujet bien précis et l'innovateur pour qu'on puisse creuser des points précis de l'innovation. Et enfin, après, on se retrouve tous ensemble. On a accès à une heure environ avec l'innovateur où on va pouvoir lui poser des questions. Et surtout, on va échanger tous les experts scientifiques suivant nos différentes spécialités sur les sujets. Et on va se challenger mutuellement. Jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. Et cette méthode, on en avait évoqué quand on a construit, c'est des choses que tu utilisais, toi, à la Commission européenne ? Oui, alors moi je suis experte indépendante à la Commission européenne, donc je suis amenée à évaluer des projets, donc des documents papier qui sont soumis à l'Europe en réponse à des appels à projets. Et donc les experts, on est généralement 4 par projet, on évalue en remote et on se retrouve ensuite à Bruxelles pour échanger sur les projets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la note qui est mise sur les projets, ce n'est pas la moyenne de ce que disent les 4 évaluateurs, mais c'est bien en fait une discussion, un échange. Chacun arrive avec un point de vue, chacun a une expertise différente. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un consensus. C'est-à-dire que moi, typiquement, je suis ingénieur en matériaux. J'évalue un projet sur lequel le matériau est un élément, mais pas forcément l'élément central. Et bien, sur les autres éléments, je vais écouter ce que me disent mes petits confrères experts et je vais me dire, ah bah oui, moi, j'avais pas vu sous cet angle-là et ça va me permettre d'améliorer en fait ma perception et la note. Et je vais pouvoir modifier ma note au regard des informations qu'ils me fournissent, de façon à ce qu'on arrive à un consensus. Et ce consensus, du coup, force finalement à aborder ces arguments. C'est la base. On est obligé, du coup, d'échanger. C'est la base. On est obligé d'échanger. En fait, c'est se faire une conviction à partir de ses idées propres, mais aussi à partir des informations fournies par des personnes qui sont peut-être plus pointues sur d'autres compétences. Pour donner un tout petit peu de relief à ça, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un fonds d'investissement classique qui va du coup investir dans des entreprises ou dans des innovations va pas avoir cette possibilité d'étudier autant de projets parce qu'en fait il y a un certain nombre d'analystes à l'intérieur
qui ont que 7 jours, 27 heures par jour pour pouvoir travailler et qui reçoivent comme ça les projets au fil de l'eau. Et en fait, ils sont limités dans la possibilité d'évaluation. Alors que nous, plus en fait on a d'actionnaires, plus on a d'évaluateurs. Donc avec 4000 évaluateurs, on est capable en fait d'évaluer beaucoup plus encore que ce qu'on reçoit. Et pourtant, on reçoit énormément de projets. On a reçu 500 cette année. C'est énorme pour une première année. Et donc en fait, cette force du collectif fait qu'on va être capable de screener dans le monde entier pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être vraiment game changer dans le cadre de la décarbonation. Clairement. Et cette force de la communauté, on la retrouve du coup dans toute l'analyse, la présélection, l'analyse scientifique, on l'a compris. Mais on va un cran plus loin après avec les projets qui scientifiquement, du coup, entre guillemets, sont validés par le comité. On va aller tester les parties économiques, la partie marché. Et là, du coup, Mehdi, c'est toi qui pilotes justement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, du coup, comment ça se passe concrètement pour tester le potentiel économique d'une innovation? Oui, donc effectivement, donc sur les 500 qui ont été soumis cette année, il y en a 280 qui ont été évalués. Ensuite, on doit en avoir une quinzaine qui, après être passés par le comité scientifique, sont arrivés jusqu'à nous pour les tests marchés. Alors, le test marché, ça sert à répondre à une question, c'est OK, cette innovation, le comité scientifique et les évaluateurs nous disent que cette innovation, si elle se déploie à l'échelle mondiale, elle va pouvoir faire baisser les émissions de CO2 de façon radicale. Maintenant, nous, notre question, c'est OK, mais est-ce que des gens vont acheter cette innovation? Parce que si ce n'est pas le cas, on n'arrivera pas à la déployer. Et donc, ça peut nous arriver, et ça nous est arrivé, de stopper à ce moment-là le processus et de ne pas investir, parce que malgré l'impact CO2, on savait qu'on n'arriverait pas à transformer ça en une entreprise. C'est fondamental, parce qu'en fait, nous, quand on va créer une entreprise, il va y avoir ensuite le modèle open source, mais pour que le modèle open source se développe, il faut qu'il y ait une opportunité économique qui existe pour que des gens créent leur propre activité à partir de cette innovation. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc comment on fait ces tests marchés? Là encore, grâce à la communauté. Et en particulier à la communauté entreprise, qui est peut-être un peu moins visible que la communauté citoyenne, mais il y a quand même 1500 entreprises qui sont actionnaires de Time for the Planet. Ça veut dire 1500 personnes qu'on peut appeler en disant « Est-ce que tu sais à qui je peux m'adresser pour pouvoir proposer ce prototype à la vente ?» Et là, je parle vraiment d'une vente. Et ça nous est arrivé d'obtenir des rendez-vous commerciaux dans lesquels on ne parlait même pas de prototype, on parlait réellement d'installer pour pouvoir équiper une usine, etc. Donc, cette façon d'analyser le marché, elle nous permet d'éviter d'être dans le côté oui, il y a un marché qui est de tant de milliards, j'ai fait une étude de marché qui me dit qu'à 35% ça va marcher, etc. Non, il faut aller vraiment voir comment ça se passe dans la réalité et avoir quelqu'un qui vous dit, moi, ce produit, je le trouve génial, j'achète, ou alors, et ça, c'est là qu'il faut faire très, très attention, c'est génial tout ce que vous faites. Alors moi, j'ai pas besoin, mais c'est génial. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez que le marché n'existe pas pour l'instant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises justement avec qui tu as pu échanger ou lors de ces tests? Oui, bien sûr. Alors, il y a un des premiers exemples, c'est tout simplement le groupe Bouygues qui a déjà investi un peu dans Time for the Planet, donc on avait déjà des contacts avec eux. On a obtenu un rendez-vous pour le Leviathan Dynamics dont on parlera tout à l'heure. Et donc, les fondateurs de Leviathan sont venus me présenter et on a vu qu'il y avait un gros intérêt parce qu'on avait le directeur de l'innovation qui est venu, etc. Ensuite, autre exemple qui était assez intéressant, c'est que récemment, j'étais dans une conférence et je me rends compte que la personne avec qui je vais intervenir, c'est l'amiral, chef d'état-major de l'armée maritime. Donc vraiment la personne tout en haut sur l'armée française maritime. Et je lui parle en fait d'une des innovations dont on va parler aussi tout à l'heure. Et juste en lui en parlant, je vois l'intérêt et on a obtenu un rendez-vous pour que l'armée regarde si ça les intéresse d'utiliser cette innovation pour faire baisser les émissions de CO2 et autres. Donc en fait, le réseau Time for the Planet, c'est nos actionnaires, les entreprises actionnaires, et puis le fait que faisant de la communication très fort partout en disant « venez rejoindre Time », on a ce pot commun, on est invité un peu partout, et grâce à ça, on arrive en fait à générer un avantage concurrentiel pour les innovations dans lesquelles on investit, et surtout à avoir une conviction que oui, il faut investir dans celle-là parce qu'il y a un marché. Très clair. Ça, du coup, ça nous permet de tester du coup, et de voir le potentiel de ces innovations. Reste après à le concrétiser, et Time for the Planet ne va pas tout faire, on va dire. Donc il faut recruter ou trouver un profil qui soit capable derrière
d'exploiter finalement ce filon. Est-ce que tu peux nous en parler? On parle beaucoup d'un recrutement de CEO. Ça fait partie de la proposition de valeur Time for the Planet, mais on ne le met pas souvent en avant. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer pourquoi c'est crucial? Alors déjà, CEO, ça veut dire CEO, donc Chief Executive Officer. C'est un terme qui veut dire globalement la personne qui est chargée de définir l'exécution, mais vraiment de réaliser. En général, dans la plupart des entreprises, le CEO, c'est un peu le patron. Chez Time for the Planet, c'est quelqu'un qui va venir compléter l'équipe déjà existante. Donc une équipe en général scientifique, vous allez pouvoir les voir tout à l'heure, qui en fait sont des excellents techniciens, c'est eux qui ont inventé l'innovation, mais ce n'est pas forcément des personnes qui ont déjà une expérience entrepreneuriale forte, ni même l'envie en fait de se consacrer à l'exécution d'un point de vue marché. Donc concrètement, c'est quoi? Un CEO, c'est quelqu'un qui va aller tous les jours chercher des clients, qui va tous les jours penser au marketing, à la communication, à la façon dont il faut présenter les choses, qui va convaincre pour pouvoir trouver des nouveaux marchés, aller à l'international, qui va se déplacer, etc. C'est la personne qui est hyper active en fait dans l'entreprise, souvent aussi qui va être impliquée dans les recrutements, qui va en fait regarder un peu tout ce qui se passe, qui va timer, qui va dire maintenant on avance, maintenant on attend. Bref, c'est un peu le poumon de l'entreprise. Et ces personnes-là, quand elles ont déjà été CEO dans le passé, qu'elles ont déjà été confrontées à toutes les difficultés qu'on a dans l'entrepreneuriat, qu'elles ont déjà surmonté ces difficultés, en fait, elles ont une expérience qui est hyper rare et hyper importante. Et donc nous, notre pari depuis le début, c'est de dire ces personnes qui ont eu du succès dans leur vie, qui ont connu tout ça, elles ont probablement envie cette fois-ci de se consacrer au bien commun et de rejoindre une aventure dans laquelle on a des chances de faire baisser les émissions de CO2 à l'échelle mondiale. C'était une idée il y a encore 2 ans, c'est maintenant une réalité et on va en parler dans le plateau d'après. Ouais, tout à fait. Du coup, on l'a fait, on l'a pas fait tout seul parce que les fondateurs, on n'a pas d'expertise forcément en RH, si c'est notre profil et notre expérience, on va dire. Du coup, on s'est fait aider. Sarah, on va en parler, nous aide aujourd'hui. Avant elle, Olivier. Et je vous propose, puisqu'il n'est pas sur le plateau, d'écouter en vidéo un échange avec Olivier pour qu'il nous explique comment il nous a aidé à recruter ce type de profil, les CEO. C'est très difficile de recruter des CEO. En fait, un CEO d'une boîte qui est destinée à être mondiale et qui est destinée à manager une équipe qui augmente de jour en jour, c'est forcément des qualités qui sont relativement rares. Il y a des qualités de leadership, il y a des qualités tout simplement de pouvoir parler anglais, etc. pour adresser le reste du monde. Il y a parfois sur certains jobs des qualités de l'ordre du politique, au sens vie de la cité. Il y a bien sûr des qualités organisationnelles, etc. Et puis tout simplement, il faut l'avoir déjà fait parce que ça ne s'improvise pas. Ça, c'est incroyable parce que c'est ça la bonne nouvelle de Time for the Planet, c'est que vous êtes d'une attractivité totale. Donc en gros, nous, les ratios sur un recrutement, c'est à peu près une 50aine de candidats qui postulent, de candidats ou de candidates, une 15aine de visioconf et 3 talents qui sont présentés aux clients. Et là, le client, c'est Time for the Planet, même si bien évidemment, c'est une mission bénévole. Ces ratios-là, ils ont été complètement explosés sur les 3 recrutements qu'on a lancés ensemble. C'est-à-dire qu'on avait genre 2 fois plus à tous les niveaux. C'est-à-dire au lieu d'avoir 50 candidats, on en avait 100. Au lieu d'avoir 15 visioconf, on en a fait le double, 30. Et au lieu de présenter 3 talents, on en a présenté 6 et vous en avez retenu 1. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et bravo Time for the Planet pour ça, parce que ça veut dire tout simplement que Time for the Planet est une marque qui attire et qui attire des gens très différents. Hein. Il a fallu que je rôde un peu mon anglais parfois. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens qui étaient dans la chose publique et qui veulent basculer dans le privé, des gens qui étaient dans le privé et qui veulent faire un pas de côté sur la planète. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré. Nous, notre job ensemble,
c'est d'imaginer si les deux trajectoires humaines et les deux envies vont pouvoir matcher. Et c'est avant tout une question de personnes, surtout sur les projets entrepreneuriaux, et bien évidemment une question de compétences, comme on l'a dit précédemment. Et moi, j'ai hâte d'être dans 2-3 ans et de voir un peu le résultat de tout ça. En tout cas, bravo Time for the Planet, parce que j'ai jamais de client aussi sympa que vous et aussi exigeant, parce que vous avez été super sélectif, quoi. Voilà, merci Olivier pour ce témoignage. Et pour compléter, on va échanger avec Sarah. Du coup, toi, tu es spécialiste justement dans le recrutement de dirigeants, donc de ce type de profil-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous décrire quels sont les profils recherchés ou les qualités qu'on cherche du coup? Oui, tout à fait. Déjà, un point important qui a été mentionné, c'est qu'on cherche un CEO, mais on cherche en fait un Chief Everything Officer. Il y a beaucoup à faire. On va se concentrer sur 3 piliers. Un mindset d'entrepreneur, réellement, avec des convictions, des compétences techniques, des compétences comportementales. Sur les compétences techniques, il faut quelqu'un qui l'ait déjà fait, un dirigeant d'entreprise, qui soit aussi à l'aise sur les chiffres que sur les gens. Et le côté gens est important. On va aller chercher effectivement cette capacité à développer, le développement commercial, la capacité à porter un projet. Et enfin, on va aller chercher quelqu'un qui fédère, qui arrive à embarquer les gens avec lui. Sur les compétences comportementales, bien sûr, l'audace et l'innovation, mais ça, c'est propre à Time for the Planet également. Et cette intelligence émotionnelle qui permet d'embarquer les gens avec, enfin, une gestion du stress, une gestion du temps pour accompagner le projet dans sa longueur. Et quelles sont les motivations de ces profils-là? Parce qu'on imagine que c'est des gens qui sont peut-être, une fois qu'ils ont déjà bien réussi leur vie, ils n'ont pas de motivation particulière. Comment on détecte ça finalement? C'est un moment de vie. Un moment de vie, un moment de carrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au bout d'un moment, ont vu grandir des sociétés, ont été confrontés à des difficultés, ont contribué à des projets dont ils partageaient ou non les valeurs. Et le ou non est important. Et ils arrivent à un moment où ils ont un choix soit de continuer d'apporter leurs compétences dans des enjeux qui sont pour beaucoup plus grands qu'eux, finalement, et pour des personnes dont ils ne connaissent même pas encore l'existence, soit de continuer le business as usual, dont on entend si souvent parler. Donc ce moment de vie, il est important, parce qu'il faut effectivement, c'est la première personne qui va être convaincue du sujet, convaincue de l'impact que ça a, même si ce ne sera peut-être pas visible à court terme, mais c'est réellement voilà, un alignement entre un choix professionnel, une vision et des choix personnels. Et puis c'est un moment où on demande un sacrifice sur du moyen terme, parce que ce n'est pas une mission de 2 ans qu'on va demander du coup au CEO. Ça, c'est des choses que tu regardes également? Tout à fait. Mais ça, le mindset du dirigeant l'est déjà. Le dirigeant donne une part de soi dans son activité, donne sa famille, il est impliqué, ses amis ne le voient plus. Donc il faut aussi voilà, qu'il fasse ce pari-là. Et ce sera son quotidien, ça sera ses journées, ses nuits. Mais du coup, ça s'évalue en entretien, ça s'évalue sur une maturité, en fait, une maturité professionnelle, une maturité d'action. Et on rencontre des personnes fabuleuses, et ces personnes fabuleuses, on souhaite aussi les rencontrer, parce que c'est elles qui vont pouvoir donner suite à toute cette formidable aventure. C'est top. Merci beaucoup à tous les 3. Je pense qu'on a bien compris du coup les différentes étapes de sélection des innovations, tout le travail qui a pu être réalisé cette année. On n'avait pas beaucoup parlé des tests marchés, des recrutements. Il y a toute une partie qu'on vous épargne aussi avec les avocats, sur du juridique, sur de l'administratif, mais qui ont fait partie de notre quotidien cette année. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve pour la partie 3 et on parle des innovations. Bon ben voilà, c'est officiel, j'ai l'air con. Mais reviens, on avait dit pas de plan large. Mais tu sais bien, à Noël, 10 degrés, c'est déjà trop chaud pour moi. Bon ben on va pas tourner autour du pot, hein. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace, il n'y a plus de rennes, il n'y a plus de traîneaux. Et moi je suis là, comme un gland. Quand j'ai commencé ce job, je peux vous dire qu'on se caillait les miches, hein. Maintenant les gens me commandent de la crème solaire, des barbecues. Faites un truc quoi. Cette année pour Noël, évitez d'encore acheter des kilos et des kilos de choses polluantes. À la place, je vous invite à acheter quelque chose de beaucoup plus simple et plus léger en plus, parce que le dos, ça commence à faire mal. Des actions. Oui, des actions, mais des actions pour la planète, pour votre famille, pour les collègues, pour les salariés, pour tout le monde. Ça prend 3 minutes. Pas plus long que faire l'amour, quoi.
Parce qu'offrir un cadeau et sauver le monde en même temps, c'est la classe quoi. Et pour plus de 10 actions achetées, on vous offre le livre de Time for the Planet. Bon ben c'est pas tout ça, mais moi j'ai une danse de la neige à faire, hein. Allez, je vous laisse. Ben, il neige pas là. Il neige pas. I invested $10. 30 pounds. 100 euros. 1,600 Singapore dollars. J'ai investi 200 000 euros dans Time for the Planet. Je m'occupe du design des documents de Time for the Planet. I convince companies to invest in Time for the Planet. Je suis membre du comité scientifique de Time for the Planet. Ich helfe, die Internetseite von Time for the Planet ins Deutsche zu übersetzen. In Portuguese. Italiano. I call and welcome 20 new shareholders a week. Evalúo las innovaciones propuestas a Time for the Planet. Je mets mon réseau à disposition. I'm a shareholder. Je suis Time. I am Time for the Planet. This time, the citizens have the power. Time for the Planet, Totè. È ora di cambiare le cose. 皆さん、一緒に地球の未来を守りましょう。Nous voilà dans la troisième et dernière partie de cette émission. Je suis très fier et enthousiaste à ce moment. Du coup, je vais vous présenter enfin les 3 premières innovations retenues Time for the Planet, les 3 premiers investissements réalisés, les 3 premières entreprises Time for the Planet. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura réalisé ça. Des solutions qui ont un vrai impact. Une vision et un choix radical. Ça fait 18 mois que cela existe et la dynamique prend. Gases are 1, 2, 8, 10, 12,000 times more powerful than CO2. Si on parle de la répartition des gaz à effet de serre, la dernière partie qui représente 2%, c'est les gaz fluorés. C'est l'équivalent du secteur d'aviation. Nous, ce qu'on a inventé, c'est vraiment la partie maîtresse d'un système de climatisation qui fonctionnerait à l'eau comme réfrigérant, c'est-à-dire le compresseur de réfrigération. C'est en forçant l'évaporation de l'eau qu'on produit du froid. Et pour pouvoir forcer cette évaporation, on utilise un compresseur mécanique. Le terminal de climatisation va refroidir la pièce, mais en faisant ça, l'eau, elle, va se réchauffer. Elle va avoir tendance à vouloir s'évaporer. Et en s'évaporant, on produit du froid. L'eau, en fait, c'est le réfrigérant le plus naturel, donc derrière, il y a 0 impact environnemental pour produire ce réfrigérant, contrairement à tout ce qui est gaz fluoré, hein, qui consomme énormément de produits chimiques. Nous, notre ambition chez Léviathan Dynamics, c'est de passer à l'échelle mondiale de ces HFO ou des HFC vers du H2O, qui est tout simplement l'eau. Il faut que les émissions
de dioxyde de carbone, premier gaz à effet de serre que nous ajoutons dans l'atmosphère, aille vers le net zéro émission, le plus vite possible. Il y a des secteurs qui sont très difficiles à décarboner, les transports par exemple. Donc il y aura besoin à un moment donné d'enlever du CO2 de l'atmosphère pour compenser des émissions résiduelles. Volcanic minerals have been naturally removing CO2 from the atmosphere on this planet for billions of years. What we do is we accelerate this natural process by taking a volcanic mineral called olivine, grinding it down to make carbon-removing sand, and then spreading that sand in the ocean, in coastal waters. It reduces ocean acidification, which is a major problem facing the oceans today. And it takes carbon dioxide out of the atmosphere. La minéralisation, c'est une solution qui va permettre de capter de manière massive le carbone. On parle en milliards de tonnes, on doit investir massivement dans des solutions de captation. Utiliser la biologie dans un processus naturel pour capturer du CO2 dans l'atmosphère, ça revient bien moins cher que de faire la même chose en utilisant des technologies. La marine marchande, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça vous semble peu? Eh bien, si la flotte mondiale était un pays, elle serait tout de même le 6e émetteur au monde. Je m'appelle Yves Parlier, j'ai 60 ans, je suis navigateur, ingénieur, innovateur, entrepreneur. Alors ce beau bateau, c'est le Sea Kite. Sur la poutre centrale qu'on a rajoutée, c'est là que va venir se fixer le système de traction du kite. Le potentiel est énorme. Une voile de kitesurf, nous on va chercher à la faire marcher de manière dynamique, c'est-à-dire de faire un mouvement au kite et d'avoir une traction qui va être beaucoup plus importante. Et c'est là que le kite a vraiment tout son intérêt. C'est pour ça qu'on cherche à créer un pilote automatique pour pouvoir de manière automatique créer une traction importante pour pouvoir tracter les bateaux. On ne peut pas imaginer que dans les prochaines années, prochaines décennies, on va stopper le trafic maritime international. Ça, c'est une des solutions qui permet de réduire les consommations d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Avec un kite finalement d'une petite surface, parce que sur un bateau de 400 mètres de long, ça représente une bande en surface de 4 mètres de hauteur. Rien que cette petite surface, ça peut économiser près de 20% de la consommation journalière du bateau en moyenne. Ça donne envie d'en savoir plus et ça tombe bien. Sur le plateau, nous ont rejoint les équipes de ces innovations. Donc on a toujours Mehdi, mais il a été rejoint par Carino et Naoufel pour Leviathan Dynamics. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau. On a Yvan, CEO de Carbon Impact avec nous également. Bonjour Denis. Bienvenue Yvan. Et Marine et Yves pour parler de Beyond the Sea. Bonjour. Bonjour Denis. Yves, on commence avec toi. Tu es fondateur du coup de Beyond the Sea. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née finalement cette innovation ? Eh bien, écoute, je suis navigateur, j'ai fait 3 Vendée Globe, j'ai gagné 6 transats. Et au début, quand j'ai commencé à naviguer, on allait 2 fois moins vite que les cargos. Et puis à la fin, on allait 2 fois plus vite. Et c'était quand même dingue de se dire qu'ils utilisaient du pétrole et qu'ils continuent à polluer. Le vent est une énergie fantastique. Et on a réfléchi avec mon équipe pour aider les marins à réutiliser le vent, ce qu'ils ont utilisé depuis des dizaines de milliers d'années. Et on est arrivé à la conclusion que le kite, comme une aile de kitesurf, mais de grande dimension, serait idéal pour les bateaux, notamment pour une raison simple, c'est qu'on peut à peu près transformer tous les navires existants en un bateau tracté par kite. Ça prend très peu de place à bord du bateau. Et ensuite, ça a des performances extraordinaires parce que le kite, il peut soit avoir un vol statique et tirer à peu près comme une voile un peu plus parce qu'il va chercher du vent plus haut et donc plus fort, ou alors il peut faire un mouvement de 8 et à ce moment-là, il peut aller quelque part 5 fois plus vite que dans le vent, donc avoir une force quelquefois 25 fois plus forte qu'une voile normale.
Alors du coup, tu nous as parlé de la puissance du kite. Donc on peut tracter vraiment un navire avec une voile de kite? On peut bien sûr tracter un navire avec une voile de kite. Ça a énormément d'énergie et un navire, c'est extrêmement économe. Il faut, sur un gros cargo, il faut pousser à peu près 100 fois moins qu'un avion pour déplacer des marchandises. Et tu l'as évoqué, tu disais que c'était une solution qui peut être équipée sur tous les bateaux actuels. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la durée de vie d'un bateau ou en quoi c'est important de pouvoir équiper les bateaux actuels? Si on regarde rien que la marine marchande, c'est près de 90 000 navires. Et un navire, ça met entre 30 et 40 ans de durée de vie. Donc le temps qu'on change ces bateaux-là pour les transformer en voiliers, on aura beaucoup trop pollué. Donc le kite va permettre à ces bateaux d'utiliser le vent, donc les bateaux existants, et les bateaux qu'on va reconstruire, on pourra leur mettre une propulsion vélique classique, mais on pourra aussi y rajouter un kite, parce que le kite ira chercher du vent dans une autre zone, sous le vent et plus haut, donc s'additionner à une propulsion vélique. Donc ça se combine en plus avec toutes les autres solutions? Ça se combine aussi avec toutes les autres solutions innovantes existantes. Parfait. On va rentrer dans le détail un petit peu plus technique après. Je vous propose qu'on continue. On parle de Leviathan Dynamics. Avec toi, Carino, tu es cofondateur du coup de Leviathan Dynamics, avec Alan qui n'est pas ici ce soir, qui était chercheur au CNRS, je crois, et qui du coup a travaillé avec toi sur cette solution. Est-ce que tu peux nous décrire comment vous avez finalement eu cette idée? Alors, effectivement, on travaille avec Alan depuis fin 2016 sur la question de système de climatisation écologique. Et en fait, moi, j'ai eu l'idée parce qu'en fait, déjà, il y a un constat qu'il faut qu'on soit clair, c'est qu'on est la première génération, en fait, nous, les jeunes, on est la première génération à vraiment subir en fait les conséquences du réchauffement climatique. Et ça, moi, je l'ai vécu personnellement, puisque avec les canicules qui sont de plus en plus fréquentes à Paris, moi, je me suis posé la question pratico-pratique de comment en fait climatiser un logement à Paris. Et je me suis rendu compte que voilà, moi, je suis ingénieur en mécanique des fluides et en énergétique. Je sais l'impact qu'ont les gaz réfrigérants sur le changement climatique. Et je me suis posé la question de comment on pouvait faire autrement que les systèmes de climatisation traditionnels. Et je n'ai pas cherché bien loin, puisque j'ai parcouru un peu tous les fluides existants. Et je me suis rendu compte que le plus naturel, l'eau, pouvait être utilisée de façon très pertinente, de façon très efficace, avec aucun impact sur l'environnement, pour pouvoir produire du froid. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que du coup ça paraît miraculeux, mais alors comment on génère du froid avec de l'eau? Alors, le cycle thermodynamique traditionnel est assez similaire, dans le sens où l'objectif, pour produire du froid, on ne produit pas de froid, on transfère la chaleur vers l'environnement. Ce qu'on fait avec des réfrigérants fluorés, c'est qu'on évapore ces réfrigérants et ces gaz-là, en fait, ils ont la propriété thermodynamique de s'évaporer très facilement. Ce qui veut dire que dans des conditions classiques, ils vont s'évaporer à très basse température. Et donc, on peut faire du froid très facilement. Avec l'eau, le problème, c'est que pour évaporer l'eau, dans des conditions de température assez froide, il est nécessaire en fait de travailler sous très basse pression pour pouvoir forcer l'évaporation de l'eau. Donc si vous allez en altitude, vous savez que l'eau s'évapore à plus basse température qu'à l'altitude des plateaux, à l'altitude zéro. Et en fait, nous, on va reproduire des conditions de pression qui sont très faibles en termes de pression pour pouvoir forcer l'évaporation de l'eau à des températures qui sont très froides. Parce qu'il faut comprendre, pour produire du froid, c'est vraiment la partie évaporative. Donc, je donne souvent cette image, c'est quand vous sortez de la douche, vous êtes mouillé et en fait, vous avez froid, pas parce que l'eau est froide autour de vous, mais plus parce que le fait que le vent vienne souffler sur votre peau qui est humide, ce vent-là va forcer l'évaporation de l'eau qui est sur votre peau. Et nous, on reproduit en fait cette évaporation, on force cette évaporation de l'eau dans notre machine. Parfait, je trouve que cette image est très claire du coup pour tous comprendre par rapport aux différents termes techniques d'évaporation ou pourquoi. Voilà, pensez-y quand vous sortez de la douche si vous avez froid. C'est exactement ça qu'utilise Leviathan Dynamics du coup, mais pour toute une pièce.
Après, il faut comprendre, pour ajouter, excuse-moi de te couper, Denis, c'est que nous, on va forcer l'évaporation dans un cycle fermé, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer de l'eau en continu pour pouvoir produire du froid. Nous, on force l'évaporation et derrière, grâce justement à un compresseur et à un système de condensation, on recycle cette eau qu'on a évaporée pour pouvoir la réinjecter dans le système. Ouais, donc on remplit la baignoire qu'une seule fois, quoi. C'est ça. Très bien résumé. Je vous propose qu'on passe à la troisième innovation maintenant, Carbon Impact. On a Yvan, le CEO. On a aussi les équipes techniques, du coup, qui sont basées aux USA. C'est un projet, finalement, initialement basé aux US, puisque ça a récupéré l'ensemble des informations scientifiques, de la littérature scientifique du sujet depuis les 30 dernières années, au travers d'une ONG qui s'appelle Project Vesta. Le directeur nous a livré quelques mots pour nous expliquer la genèse de ce projet. On l'écoute en vidéo. Volcanic minerals have been naturally removing CO2 from the atmosphere. Project Vesta is a nature-based solution to the challenges of climate change. What we're doing is researching the deployment of a process called coastal carbon capture. This is a way to remove excess carbon dioxide from the atmosphere by accelerating the Earth's natural carbon removal process. The way it works is volcanic minerals have been naturally removing CO2 from the atmosphere on this planet for billions of years. So I like to say, this wasn't my idea or anybody on the team's idea. This was actually the Earth's idea. When I and the other co-founders of Project Vesta were looking for a way to help with climate change, one of the first things we learned was that reducing emissions will not be enough on its own. We actually need to take carbon dioxide out of the atmosphere in massive quantities, billions of tons a year. And as we looked at all the different ways to do that, we noticed that there was one particular very promising solution that had this academic research history, but nobody was coming to it with a mission-driven approach of how can we make this happen? How can we make this happen at scale? And so we decided to found Project Vesta to do exactly that. Voilà, on l'a vu du coup, 3 innovations très prometteuses. Les discours sont beaux, maintenant ça soulève aussi des questions souvent, et on en a eu beaucoup, vous l'avez compris, dans notre processus de sélection, de la part des évaluateurs, au niveau du comité scientifique, aussi au niveau des actionnaires. Je vais vous proposer de vous poser quelques questions justement pour qu'on comprenne tous mieux ces différentes innovations. On va commencer avec Beyond the Sea. Marine, du coup toi tu es ingénieure au sein de Beyond the Sea. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est l'impact finalement qu'on peut avoir avec un kite ? Oui, alors nous, on a cherché justement en interne à calculer, à mesurer cet impact et on a fait des simulations numériques pour modéliser les routes des cargos avec kite, donc sous kite, en récupérant des données météo sur un an. Donc on faisait partir un bateau chaque jour pendant un an et on a eu des résultats qui étaient très positifs. On a eu un gain moyen théorique de 55% et on a même eu une route où on allait jusqu'à 79%. Et on a également, grâce à Time for the Planet, fait une analyse de cycle de vie avec un ingénieur qui est spécialisé là-dedans. On a eu beaucoup de résultats, mais je dirais que le plus significatif, c'est qu'on a vu que 95% de l'empreinte d'un transporteur aujourd'hui maritime, c'est dû au carburant. Donc, si on pense à ça, en fait, chaque pourcentage gagné peut avoir un impact considérable sur le transport maritime. Donc pour bien comprendre, le kite permet de réduire la consommation, on ne s'en passe pas complètement, mais on la réduit significativement et du coup, de facto, on réduit les émissions. En fait, on peut parler de système hybride, donc comme on disait tout à l'heure avec Yves, c'est un système qui est complémentaire, mais on peut parler d'hybride. Ça veut dire que, en fait, nous, on ne va pas couper le moteur, on va baisser la manette de vitesse. Et parfois, on peut être complètement sous moteur, parfois complètement sous kite, donc on peut aller de 100% à 0% en fait, de réduction. Et du coup, c'est compliqué à piloter. Enfin, toi, Yves, on t'imagine sur un bateau, peut-être maîtriser tout ça, mais pour que ce soit à grande échelle sur des cargos, comment ça fonctionne ? Alors, ça sera simple pour les marins. On a développé un pilote automatique avec un système d'envoi et de récupération du kite. Donc ça demande pour les marins une formation. On va pouvoir les former sur notre catamaran démonstrateur
le Sea-Kite, mais sinon, ça sera à la portée de tous les marins formés. Donc c'est fait pour être déployé du coup à grande échelle. Exactement, on veut couvrir toute la planète avec des kites sur tous les bateaux. Parfait. On avait des questions aussi pour Carino, Naoufel sur la partie Leviathan Dynamics. On parle beaucoup des HFC, vous l'avez évoqué, et c'est important d'en parler parce que c'est des gaz qui sont souvent quand même méconnus finalement, avec un gros pouvoir de réchauffement climatique. Mais les clims, ce n'est pas que des gaz, c'est aussi de la consommation d'énergie. Du coup, concrètement, votre solution par rapport à cette consommation d'électricité, comment elle se situe ? Alors, pour ce qui concerne en fait la solution que nous portons chez Leviathan Dynamics, en fait, il y a deux angles morts en fait quand on voit ce sujet de climatisation. Certes, on a besoin de se rafraîchir, on a besoin d'un confort thermique. Maintenant, comment on le produit ? Effectivement, en utilisant de l'énergie électrique, c'est ce qui est le plus utilisé. Il se trouve que ce besoin va aller d'une manière grandissante, d'une manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir l'équivalent de 5,6 milliards de climatisations installées à l'horizon 2050. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une innovation qui soit sobre en consommation énergétique. Et il se trouve que nous, les premiers résultats qu'on a obtenus sont de moins 30% moins énergivores que les clims existantes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on innove tout en améliorant en fait le système existant. Parce que si on veut le changer, un industriel, lui, ce qu'il va voir en premier, c'est combien ça lui coûte. C'est sa facture d'électricité, c'est ce qu'il paye. Et donc, il faut lui apporter cette réponse, il faut lui apporter cette innovation. Et il se trouve aussi qu'il y a un deuxième point, comme tu le citais, Denis, c'est l'impact qui est méconnu du grand public. C'est-à-dire que à partir du moment où on a installé une climatisation, ça ne s'arrête pas là. De temps en temps, il faut recharger du gaz. Et pourquoi on le recharge ? Parce qu'il y a des fuites. Et ces fuites, elles sont parties où ? Elles sont parties dans l'atmosphère. Il se trouve que ces gaz sont inodores, incolores, on ne les voit pas, sauf qu'ils ont, comme tu disais tout à l'heure, un pouvoir de réchauffement global, donc en français PRG, GWP en anglais, un pouvoir qui est largement supérieur à celui du CO2, qui a un GWP de référence à 1. L'eau a un GWP de 0. Et donc, à ce titre, notre innovation, elle va apporter une réponse à ces deux problématiques-là, consommation énergétique, donc sobriété, et de l'autre côté, une technologie qui ne va pas émettre de gaz à effet de serre. Pour rebondir là-dessus aussi sur ce que disait Marine tout à l'heure, quand on parlait d'analyse de cycle de vie et du fait qu'on était capable de prévoir le nombre de tonnes de CO2 que ces innovations vont permettre d'économiser, dans la phase d'étude de marché dont on a parlé tout à l'heure, on a un fichier Excel, comme tous les investisseurs. Mais la particularité de notre fichier Excel, c'est que lui, il met en relation le nombre de produits qu'on va vendre avec le nombre de tonnes de CO2 que ça va permettre de réduire. Et donc la même information permet de voir le tonne de CO2 réduit et le chiffre d'affaires et la rentabilité. Donc il n'y a pas deux études différentes, ce sont les mêmes, elles sont centralisées au même endroit. Et dans le cas des 3 innovations qui sont là, c'est le fait de voir à quel point ces innovations permettaient de réduire les émissions qui a été un élément central de notre décision. Clairement. Le potentiel d'impact, c'était ce qui nous a retenu notre attention sur le Project Vesta et Carbon Impact aujourd'hui. C'est un projet qui a soulevé aussi beaucoup de questions. Je te propose, Yvan, qu'on écoute Tom qui a répondu à une partie des questions et puis on enchaîne ensemble après sur le plateau. Okay. Donc Tom Green, directeur de Project Vesta, sur quelques questions autour de son projet. Definitely. This is a very energy efficient way. There is roughly a 30-year history of this idea in the academic literature. The science is proven in the lab. We know that when olivine sand dissolves in seawater, it adds alkalinity to the ocean, and we know that that removes carbon dioxide from the atmosphere. And that's been very well established. It's a great question. At Project Vesta, we care very deeply about the health of the environment and the health of the oceans in particular. And we're very focused on making sure that we don't create one problem while we solve another. We've been conducting what are called ecotoxicology experiments in line with the standards of the Environmental Protection Agency here in the US, where we look at what happens when you expose marine organisms to olivine sand. And we've got very good results from those, and we don't see any risks there to marine organisms.
we are pursuing a very gradual and careful approach by starting with very small demonstration pilots where we will monitor everything from an ecological perspective very carefully. And in doing so, we'll be able to see what, if any, ecological effects these deployments have. We'll only scale up to larger deployments once we have those results. When we look at what it would take to bring this technology to scale, we think about what are the global reserves of olivine, how much coastal ocean is available. And when we look at those constraints, we can see that it's feasible to bring this up to over 1 billion tons of carbon dioxide removal per year. Olivine is one of the most abundant minerals on the planet. It's found in reserves all over the world, and there are likely well over 1 trillion tons of olivine in the Earth's crust. Yeah, so to look at the amount of emissions that we create in this process of coastal carbon capture and compare it to the amount of carbon dioxide we remove, we've performed something called a life cycle assessment, which examines the entire process from extracting the minerals, grinding them into sand, and moving them to where they need to go. And based on that analysis, we see that this process is up to 97% efficient, meaning that for every 100 tons of carbon dioxide that we capture, we emit just 3 tons. Donc on a vu les explications de Tom Green sur cette partie de captation carbone, les différentes questions des actionnaires. Pour compléter, Yvan, du coup tu es le CEO qu'on a recruté au sein de Time for the Planet pour porter ce projet-là. Ça fait 6 mois maintenant que tu travailles sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette question, notamment de la biodiversité qui a beaucoup suscité des interrogations aux côtés de nos actionnaires? Concrètement, comment on fait pour faire attention à ce point-là? C'est une bonne question, Denis. Donc, je suis déjà ravi d'être ici et de voir justement la galaxie Time en action et avec des nouvelles sociétés. Mais pour répondre à la question, donc c'est aujourd'hui le process actuel, et Tom l'a très bien expliqué dans la vidéo, c'est un process qui demande pas mal de recherche. Et donc, depuis 6 mois, on s'est attelé à créer finalement l'ensemble des éléments nécessaires pour aller collecter les données, ensemble des plateformes nécessaires pour aller travailler à plusieurs, parce qu'en fait, il faut jouer collectif pour ces solutions-là. Elles sont importantes et l'objectif avec le projet Vesta, comme avec les laboratoires type CNRS, IFREMER et les autres laboratoires avec lesquels on passe en ce moment des partenariats, c'est de trouver en fait un site expérimental en France pour aussi aller corréler ces datas avec les datas qui ont déjà été collectées par le projet Vesta en République dominicaine et surtout s'assurer d'arriver à une solution qui soit contrôlée, efficace et qu'on n'apporte pas plus de mal que de bien lorsqu'on va capturer de manière massive ce CO2. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est vraiment la fin de la recherche expérimentale, début de site pilote pour pouvoir en fait concevoir, et c'est ce qui est vraiment élégant dans la solution, c'est que cette solution, elle peut être déployée à l'échelle, et si on s'assure de l'ensemble de la checklist qu'on est en train de faire, notamment sur la partie écotoxicologie, et pour cela, en fait, on s'est rapproché des meilleurs Français qui travaillent dans ce domaine-là, et on essaie de les mettre en communication avec d'autres scientifiques partout dans le monde grâce à cette plateforme qu'on a créée pour pouvoir en fait partager les données, parce que c'est ça en fait le point central pour pouvoir avoir une innovation qui fonctionne et qui puisse passer toutes les échelles. Ok, c'est très clair. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse sur ces 3 innovations finalement à qu'est-ce qui manquait et qu'est-ce qui manque pour que vraiment finalement elles se déploient. Yves, si je reviens vers toi, ça fait quelques années finalement que tu as lancé ce projet-là. Qu'est-ce qui manque pour qu'aujourd'hui ça puisse se déployer à grande échelle et de quoi Beyond the Sea a besoin finalement? Beyond the Sea avait besoin de Time comme accélérateur. En fait, vous allez nous apporter des moyens financiers, ce qui va nous permettre de muscler l'équipe.
Et puis aussi, la grande force de Time, c'est sa communauté avec des hommes et des femmes qui ont des compétences extraordinaires. Ça va nous aider déjà pour monter notre projet de bateau démonstrateur, donc monter des partenariats, créer des événements et puis peut-être même sur des solutions, des techniques pointues par rapport au kite, on aura peut-être des aides de gens qui ont des compétences très très pointues. Et pour comprendre ce besoin d'accélération, là, il y a un contexte réglementaire, on n'en a pas parlé, qui pousse un peu quand même le marché. Il faut aller vite, quoi, concrètement, c'est ça? Il faut aller vite, effectivement. En fait, l'ONU a légiféré sur la pollution des mers et en 2023, tous les cargos vont être amenés à réduire leurs émissions et ensuite tous les ans, ils vont devoir réduire à nouveau de 2,5%. Donc avec moins 40% en 2030, la neutralité en 2050. Donc nous, il faut qu'on soit là pour pouvoir aider les armateurs en 2023. Et sur notre catamaran démonstrateur, le Seakite, on va pouvoir tester notre aile de 100 mètres carrés, puis 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, ça commence déjà à être significatif pour un armateur et commencer déjà à lui faire économiser. Et ensuite, on va doubler de surface tous les ans jusqu'en 2028, où là, on espère arriver à des surfaces de 1600 mètres carrés pour vraiment tracter les gros porte-containers de 400 mètres de long. Très clair. Marine, côté de l'équipe, du coup, Beyond the Sea? Alors, au niveau de l'équipe, ça a été très bien accueilli. Tout le monde ne connaissait pas au début, mais finalement, tout le monde est devenu actionnaire. Et je pense que ça nous permet de renforcer les valeurs du projet, à savoir que l'équipe a un peu les mêmes valeurs. On ne se veut pas du tout moralisateur, mais par contre, on a compris qu'il y avait un levier d'action qui était l'innovation et que ça allait changer les choses, et ça allait changer les choses rapidement. Et donc nous, ça nous permet de nous déployer de manière mondiale. Et puis, ça nous permet aussi de rassembler une communauté, ce qu'on voulait faire autour de notre bateau démonstrateur, le Seakite, et qu'on n'aurait pas forcément pu faire tout seul. Et puis, au-delà de ça, nous, il faut savoir qu'on est beaucoup dans l'opérationnel. On était aussi beaucoup dans la recherche jusqu'ici, et donc la technique pure. Et on a un peu, on ne prend pas forcément le temps de prendre du recul, de se dire, de voir l'environnement dans lequel on est implanté, de voir l'image qu'ont les gens de l'entreprise et les clients. Et donc ça nous permet d'avoir un regard extérieur de la part d'experts, un regard qui est critique, toujours bienveillant, mais nous c'est important qu'on ait des critiques aussi. Et donc ça nous aide énormément. Et un profil CEO, du coup, complémentaire, du coup, qui est en cours de recrutement. On a eu Sarah tout à l'heure, du coup, qui va nous aider à trouver la perle rare pour accompagner les équipes. On espère bien. Là, la pression est de votre côté. Pas de souci. Je me tourne vers vous, Carino Naoufel. Pour Leviathan Dynamics, qu'est-ce qui manque finalement pour pouvoir émerger? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on travaille. Le premier sujet, c'est que déjà monter une boîte innovante, voilà, c'est le parcours du combattant. Déjà, une boîte innovante dans l'industrie deep tech et clean tech, c'est encore plus difficile. Aujourd'hui, on a réussi à survivre parce on est sur des projets d'avenir qui ont réussi à convaincre. On a réussi à convaincre les financeurs publics, comme la région de Île-de-France, l'Union européenne, l'ADEME, de nous financer une partie du chemin. Le sujet aujourd'hui, c'est de financer l'accélération, donc la fiabilisation de notre technologie pour pouvoir par la suite la commercialiser. Et pour ça, on a eu besoin de financement. Et le problème, c'est que sur les sujets industriels, aujourd'hui, la structure des fonds d'investissement actuellement présents sur le marché français est très réticente en fait à investir dans ce type de projet parce que les logiques de rentabilité sont différentes, sont beaucoup plus longues en fait. Parce qu'un projet industriel, avant qu'il soit rentable, il faut espérer au moins 5 ans après la commercialisation. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de réticences de la part des industriels, des fonds, de financer l'aventure. Il y a aussi eu le fait que derrière,
effectivement, il nous manquait un associé qui a un profil plutôt business. Ça, on a souvent fait la remarque. Et le problème, c'est que nous, on a cherché un profil business, mais tout seul, on n'a pas réussi à le trouver. Et du côté des fonds d'investissement, ils n'ont pas été en capacité de nous proposer quelqu'un pour assumer le rôle. Ce qui fait que Time for the Planet a pu nous apporter ces deux sujets. Donc, la partie investissement qui va nous permettre vraiment de fiabiliser la technologie et d'aller sur le marché le plus rapidement possible. Et aussi, vous nous avez aidé justement à recruter Naoufel qui apporte ce côté business et aussi qui a une habitude sur la partie industrielle, parce qu'il a une expérience industrielle, voilà, de trouver les bons messages à reporter auprès des décideurs. Donc la partie financière et cette partie CEO qu'on a évoquée dans la deuxième partie. Donc Naoufel et Yvan, ici, ont passé toutes ces étapes de sélection. Donc quand on disait qu'on était très sélectif, vous avez deux très beaux profils en face de vous. Naoufel, tu peux nous dire du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu apportes un peu justement à Léviathan? Est-ce que tu as ressenti un peu ce que dit Carino ici? Oui, ça fait quelques mois maintenant que vous travaillez ensemble. Moi, j'ai eu ce parcours qui m'a permis en fait de découvrir deux univers. L'univers de ce que j'appelle l'exploitation et l'univers de l'exploration. L'exploitation, c'est que quand on a quelque chose à produire qui est défini, des solutions, des outils, des moyens, on va produire et on va chercher l'efficacité, l'efficience. Ça, c'est le monde des entreprises aujourd'hui industrielles qui doivent, pour survivre, être très efficaces dans ce qu'elles vont faire. Elles doivent être performantes. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'exploration. L'exploration, c'est comment créer un monde nouveau, comment créer un nouveau business. Et là, il faut accepter de sortir de sa zone de confort pour aller aux frontières, aller au bord de ce qui est connu, de ce qui est possible, pour pouvoir avoir une nouvelle offre, d'avoir une nouvelle proposition de valeur, pour pouvoir continuer à exister. Maintenant, le discours qu'il faut tenir aux dirigeants, les dirigeants sont en attente de solutions, ils ont des intentions de vouloir faire, mais il faut leur apporter cette innovation. Et la difficulté que citait Carino, elle est que les jeunes startups qui veulent exister, qui veulent porter une nouvelle offre au monde, elles n'ont pas tous les moyens pour pouvoir réussir à manœuvrer, à gérer et exister dans ce labyrinthe en fait, pour pouvoir atteindre une solution. Maintenant, si on prend un tout petit peu de hauteur au-dessus de tout ça, moi, j'ai souvent cité cette phrase de Pierre Rabhi qui nous a quittés récemment, qui dit qu'il faut qu'on se rappelle notre vocation véritable, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais plutôt d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Et c'est en ça qu'il y a une convergence de vision entre Time for the Planet qui apporte cette vision, qui est de dire maintenant il faut attaquer ce problème des gaz à effet de serre. La convergence d'une équipe jeune qui apporte une innovation qui bouscule en fait ce statu quo. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de dire il y a un statu quo, mais ce statu quo ne nous convient plus. Il faut le changer, il faut le challenger. Pour le challenger, il faut apporter quelque chose de mieux, quelque chose qui ne va pas créer d'autres effets néfastes que ce qui est existant. Et à partir de là, on va tenir compte et on va prendre soin de nos vies, bien sûr, mais surtout de prendre soin de la vie des prochaines générations. Très clair. Si on finit avec Carbon Impact, on l'a vu, 30 ans que dans la littérature, on a ce potentiel de l'olivine. Alors pourquoi on n'a pas des plages d'olivine de partout, Yvan? C'est même plus que 30 ans, puisque à Hawaï, ça existe depuis des millénaires. Et donc, c'est un processus naturel qui fonctionne. Il y en a à La Réunion, il y en a à Fuerteventura. Pourquoi ça n'a pas été attaqué avant? Parce qu'en fait, on est des hommes et des femmes, et il faut qu'on soit confronté à un problème pour trouver des solutions. Et on n'est pas loin d'être devant le mur. Et donc, c'est bien ça la problématique aujourd'hui, c'est que pour mettre en place ces solutions, il faut du temps. Et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le financement des green tech et des deep tech, c'est quand même une problématique aujourd'hui. Et donc, l'innovation, c'est aussi Time qui l'apporte à travers, en fait, financer des choses qui sont sur un temps qui est très long pour permettre de trouver les solutions de demain parce qu'on est devant un mur. Et pour illustrer l'apport immédiat, en fait, de l'entrepreneuriat dans un sujet qui est là depuis effectivement 30 ans, c'est que pour aller plus loin, en fait, sortir du laboratoire,
il faut aller se confronter au monde réel. Et le monde réel, c'est qu'il faut aller voir des maires. Et il faut leur dire, nous, on aurait besoin d'un bout de plage pour faire des tests. Et vous savez bien que c'est très compliqué pour un maire d'accepter ce genre de demande, pour plein de raisons. En quelques mois, on a réussi à obtenir des accords au niveau municipal et au niveau gouvernemental, grâce aussi d'ailleurs à la puissance du réseau Time for the Planet, grâce au fait qu'on est 30 000, on a tout de suite accès au ministre en direct, ça change tout. Et grâce à la compétence de Yvan qui en quelques mois arrive en fait à passer ces barrières-là. Il reste encore des sujets administratifs avant d'arriver jusqu'au bout, mais en tout cas, rien que ces éléments-là n'ont jamais été demandés depuis 30 ans, et Project Vesta était aussi bloqué sur le même sujet, et d'ailleurs est toujours bloqué sur ces sujets-là, parce que ce sont des sujets entrepreneuriaux purs. Je pense que, si je peux compléter aussi, ce qui est ultra important, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que avec 30 000 personnes, on arrive à effectivement faire des choses beaucoup plus rapidement que lorsqu'on est tout seul entrepreneur. Moi, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'avec 30 000 personnes, avec 1500 sociétés, finalement, la force de conviction pour aller franchir des étapes qui sont des montagnes en soi, c'est possible aujourd'hui. Donc le fait qu'on soit 30 000 aujourd'hui et qu'on soit des millions demain, en fait, on va augmenter notre puissance. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un jeu collectif et on est en train de construire à la fois, ce que tu disais, c'est une nouvelle économie, mais aussi un nouvel écosystème. Et aujourd'hui, on est 3 sociétés financées par Time. Demain, il y en aura peut-être 50, 100. Et en fait, la puissance de l'écosystème, la puissance du réseau, c'est la force de Time et le fait d'arriver à réfléchir ces investissements pour non pas regarder sur un simple EBIT, c'est-à-dire un résultat sur 5 ans ou des temps courts, pour se donner en fait le temps de trouver les vraies solutions. Et effectivement, la route va être longue, mais comme on est porté par cette communauté, eh bien, c'est une communauté qui non seulement donne de l'argent, mais en plus du temps. Et moi, je peux en témoigner, il y a eu beaucoup de sollicitations. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, donc je m'en excuse. On a été vraiment focusé sur l'exécution, c'est-à-dire mettre en place cette plateforme et signer ces premiers partenariats. Mais cette communauté de Time donne en fait à la fois une responsabilité et une puissance d'action et une exécution qui est beaucoup plus rapide que lorsqu'on est isolé en tant que simple entrepreneur. Justement, toi, tu l'as vécu du coup depuis 6 mois. Concrètement, les autres, Yves, Marine, on commence à échanger du coup depuis plusieurs mois maintenant. Quel est votre ressenti du coup de collaborer, de travailler avec la galaxie Time for the Planet? Alors moi, j'ai travaillé surtout avec vous, la petite équipe, on va dire, de fondateurs. Donc ça a été très riche, car je crois qu'on a les mêmes objectifs de décarboner notre planète. Ça nous a tout de suite mis dans la même philosophie, dans le même mouvement. J'ai hâte de m'appuyer et d'avoir l'appui donc de toute la communauté. On a déjà eu un expert qui s'est penché sur notre communication et on a plein de sujets maintenant à soumettre à la communauté. Tu le disais, quand tu as eu l'idée, tu étais un petit peu tout seul à l'époque, ça te change un petit peu? Quand j'ai commencé, que les premiers armateurs que je suis allé voir, ils m'ont rionné, ils m'ont pris pour un doudingue, ils m'ont expliqué que quand leur cargo tombait en panne en mer, on les remorquait avec des câbles d'acier gros comme ça, et donc malgré ça, les câbles cassaient, et que ça n'était certainement pas avec un kite qu'on allait tracter les bateaux. Et puis, donc en argumentant, et je connaissais bien mon sujet, je crois, déjà à l'époque, j'ai finalement réussi à en convaincre du bien fondé de la solution. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu des grands moments de solitude. Marine, de ton côté? Moi, je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, mais on a senti un réel... Déjà, on est dans la même philosophie, on a les mêmes valeurs. Ça, moi, je le savais depuis le début, parce que c'est aussi pour ça que je suis allée dans l'aventure Time for the Planet. Et puis, on a senti un réel appui. On a travaillé avec Frédéric sur l'image de marque. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était très intéressant d'avoir un regard extérieur d'un expert, et ça a été très constructif. Et donc, on a une personne de notre équipe, Clémence, qui travaille là-dessus avec Frédéric. On a travaillé aussi avec Thomas sur l'analyse de cycle de vie. Et juste pour situer, Frédéric, donc c'est des personnes qu'on avait vues notamment dans le profil de CEO, mais qui a une expertise de marque, donc du coup, qui a passé un peu de temps à travailler avec les équipes de Beyond the Sea, à apporter son savoir. Et Thomas, c'est Thomas Guibon, qui est un des membres du comité scientifique et chercheur en analyse de cycle de vie.
Voilà, tout à fait. Et donc, pareil, ça a été très intéressant. Lui, il est spécialisé dans les analyses de cycle de vie. Moi, je ne connaissais pas du tout ce métier. Donc, ça a été très enrichissant de pouvoir discuter avec lui, puis d'en ressortir aussi des données, nous, sur nos impacts. Donc, vraiment un appui, un soutien au niveau technique comme au niveau plutôt commercial, communication. Très bien. Carino, de ton côté, Naoufel, ces premiers mois de collaboration, quel est ton ressenti sur Time for the Planet, cette communauté ? C'est vrai qu'avec Time, nous, on a une attitude, je dirais, plutôt mesurée, un peu schizophrène, en fait, dans le sens où on sait que ce que propose Time, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait que toute la société aille devant et prenne vraiment le problème du réchauffement climatique entre les bras et faire des actions concrètes pour lutter contre ce changement climatique. Après, voilà, c'est peut-être ma nature d'industriel qui dit qu'il y a énormément de conservatisme dans le secteur. C'est très difficile de faire bouger les lignes. Et c'est vrai qu'au début, on suivait Time for the Planet. On n'a pas forcément cru que vous alliez réussir à... Même si on adhérait au projet, on n'a pas forcément cru dès le départ que vous alliez réussir à mobiliser la foule. Mais voilà... Parce que ça fait pas forcément que 6 mois qu'on travaille ensemble, donc ça fait plus d'1 an qu'on discute ensemble. C'était une innovation soumise au premier trimestre 2021, donc ça fait bientôt 1 an. Ouais. Et donc, on a vu que l'engouement avançait et que finalement, c'était possible de convaincre la foule de faire des actions en bénéfice du climat. On a vu aussi la puissance du réseau à travers ce que vous faisiez, les interviews. Même ici, le fait qu'on soit sur un plateau télé, c'est les bénéfices du réseau. Et donc, d'un point de vue, on était déjà convaincu d'un point de vue idéologie, mais après on s'est aussi convaincu du bien fondé du projet et justement de la capacité que l'équipe de Time et de tous les associés de Time à faire justement de ce projet une réussite, et c'est pour ça qu'au final on a adhéré pleinement à ce projet. Après, sur les 6 derniers mois, c'est vrai que on a réussi à débloquer certains sujets, justement grâce à la communauté, où Time for the Planet nous a mis en contact avec certains acteurs du bâtiment, par exemple, où on a pu échanger sur les besoins en chaleur, en froid, et ce qui était demandé. C'est des choses où on sent qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite, et aussi en termes de communication. Nous, c'est vrai qu'on est des profils, moi et Alan, je parle, on a été très focus ingénierie, parce que on est des ingénieurs de formation. On a un petit peu délaissé, même si de temps en temps on essayait de faire de la communication, on a un petit peu délaissé de ce côté, mais on sent que un projet aussi d'envergure aussi grande que la nôtre, sans communication, ça ne peut pas réussir. Et donc, ce sujet-là, au moins, pourra être traité en collaboration avec Time for the Planet. C'est très bien, et c'est bien que tu évoques un petit peu ces craintes aussi au début. On a beaucoup d'innovateurs qui ont cette appréhension au départ, et c'est juste normal. Et on le voit, du coup, on arrive quand même au bout, ça ouvre des portes, donc on tente. Naoufel, Yvan, peut-être un mot aussi, vous, maintenant que vous côtoyez un peu la communauté Time ? Moi, je pense que j'ai toujours dit qu'une personne n'est pas parfaite, mais une équipe peut l'être. Avec Time for the Planet, en fait, cette équipe, c'est pas une toute petite équipe, en fait. C'est 30 000 personnes aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Je pense que c'est important, quand on veut changer les choses, d'être dans un mouvement. Un mouvement, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en train qui est dans l'action, qui n'est plus que dans la réflexion. Et donc, on a besoin, quand on dit qu'il y a urgence, quand il y a urgence, il faut faire quelque chose. Mais le quelque chose, il ne faut pas qu'il soit irréfléchi, bien sûr. Et c'est là où l'intelligence collective va apporter, en fait, des chemins. Parce que le chemin, on va le découvrir en avançant, certes, mais il faut avoir aussi une vision. Moi, mon rôle de CEO, c'est un rôle de Chief Vision Officer. C'est plutôt comment faire porter cette vision pour pouvoir la rendre réelle. À partir du moment où on est un groupe de personnes animées par le même objectif, et cet objectif est impérieux, et si on le place au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on va jouer, nous, en tant qu'acteurs, mais on joue quelque chose de beaucoup plus grand que nous, c'est-à-dire qu'on veut réparer, corriger, en fait, tout le système qu'on a déréglé, je pense que c'est quelque chose de noble et qu'il faut être capable de le porter. Time for the Planet, aujourd'hui, va nous donner cette
visibilité. Nous, on va tâcher d'apporter de la lisibilité dans notre offre pour qu'on puisse ensemble faire en sorte que les industriels, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, puissent comprendre qu'il y a des alternatives possibles et de construire ces alternatives en fait. Et pour le faire, on ne peut pas le faire tout seul en tant que jeune entreprise, surtout s'il y a urgence. Donc là, je pense en coopérant, et moi personnellement, j'ai bien apprécié de travailler avec toute l'équipe de Time for the Planet. C'est un réel plaisir de voir une équipe qui est dévouée et qui va mettre effectivement cet objectif impérieux et plus noble devant. Et j'espère qu'on va continuer très longtemps à collaborer avec Time for the Planet. C'est ce qu'on espère également. Yvan ? Écoute, moi ça fait quand même quelques temps qu'on travaille ensemble, donc j'ai appris à vous connaître, j'ai appris aussi à avoir la chance de travailler tous ensemble, parce qu'on est dans un jeu collectif, l'enjeu il est tellement grand que c'est compliqué et donc il faut trouver des solutions. Et je peux que témoigner que c'est avec Time for the Planet, c'est plus simple de trouver des clients, c'est plus simple d'obtenir des autorisations, c'est plus simple d'avoir, lorsqu'on rencontre aussi une grande entreprise, d'avoir déjà un ensemble d'associés qui fait que les rendez-vous s'obtiennent beaucoup plus rapidement. Donc je peux que témoigner la chance de vivre cette aventure tous ensemble. Et après, il y a des phases dans l'entreprise, donc là on est sur des phases qui doivent être mises en place, mais après je suis sûr que la communauté grandissant, l'écosystème grandissant, c'est là que tout va se mettre en place et c'est ça qui est formidable. En complément, on a un petit mot de Tom Green justement au sujet de Time for the Planet et sa communauté. Petit extrait vidéo. Part of our global solution to climate change. When we first met the team at Time for the Planet, I think the thing that, personally speaking, I was most impressed by and drawn to was the sheer passion. The idea that we really need to take action now, and there's just so much energy in the Time for the Planet organization, both the people that work on it every day and all of the many thousands of supporters in France who share that passion for addressing the climate crisis urgently. And so we're delighted to be partnering with an organization where we share those same values. Parfait, merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de cette émission. C'était top de pouvoir rentrer dans le détail de toutes ces innovations-là. On a passé 2 années et une année assez dense du coup pour tout ce processus de sélection. Ce que je vous propose avant qu'on se quitte, c'est de laisser la main à Mehdi pour un dernier mot, nous projeter un peu pour la suite et on se retrouve tout de suite. Oui, Carino m'a fait un peu une passe décisive en disant que il n'y croyait pas en fait à un moment donné, et je le comprends parce qu'en fait lorsqu'on a commencé il y a 2 ans, en fait c'était juste 3 personnes sur scène devant 200 autres qui énonçaient des idées folles, comme que des gens allaient mettre de l'argent dans un projet sans retour financier possible, que des innovateurs allaient vouloir qu'il y ait des CEO qui les rejoignent pour faire grandir leur équipe. Nous, on a entendu ça des milliers de fois. En fait, si. Effectivement, ça arrive parce que c'est fait. On dit souvent aussi la communication, Time for the Planet communique. Il faut bien comprendre que la communication précède forcément l'action. Parce que si on se projette il y a ne serait-ce qu'un an en arrière, le compte de Time for the Planet, c'était quelques centaines de milliers d'euros. Donc on n'aurait pas pu financer les innovations qui sont là. Il y a 2 ans en arrière, le compte de Time for the Planet, c'était 15 000 euros. C'est ce que les fondateurs ont mis pour démarrer et faire les premiers éléments. Donc sans la communication, on ne serait pas là. Ce qu'on a pu faire, c'est démontrer l'ensemble de la boucle. Qu'on est capable d'avoir des innovateurs qui postulent, qu'on est capable d'avoir l'argent à apporter, qu'on est capable de faire venir des CEO motivés et que ça prend, et que les gens sont contents d'être là, qu'on est capable de prendre du plaisir à faire tout ça. Et maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, il y a 1 an, on avait levé 1 million d'euros. Là, on est à peu plus de 7 millions. On a reçu 500 innovations. Imaginez ce qu'on pourrait faire si, au lieu d'être 30 000, nous étions 1 million. L'impact
qu'on est capable d'avoir tous ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait tout ça, ça dépend que de nous. On a besoin de demander l'autorisation à personne. On a un champ à explorer. Et donc, il faut que ça continue. On continue donc, on ne s'arrête pas. 2022, on a du pain sur la planche. En tout cas, merci à tous pour cette émission. Merci aux invités. On se retrouve avec Mehdi et Cécile qui va nous rejoindre également pour répondre à toutes vos questions aussi dans une session de Q&A. Vous avez différents liens sur notre chaîne YouTube, sûrement dans le chat. À tout de suite et surtout, à bientôt. On continue tous ensemble. Nous sommes des milliers, soyons des millions. It's time for the planet. On va donc accepter tout le monde dans Time for the Planet. Des femmes et des hommes de tous les pays, des entreprises, petites, moyennes et grandes, des associations et ONG, des clubs sportifs, des collectivités publiques, des banques et des fonds d'investissement. On va discuter avec des représentants élus, quel que soit leur bord politique. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons, les véganes, les boulimiques du voyage en avion, les décroissants, les utopistes et les pessimistes, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation et encore toutes les autres catégories de personnes que tu peux pas saquer. On a les nôtres aussi, si ça peut te rassurer. On aura l'OM et le PSG, le MEDEF et la CGT, Tom et Jerry, les pros et les anti-nucléaires. On mangera des pains au chocolat et des chocolatines. De toute façon, on est tous sur le même paquebot. Il n'y a plus qu'à déposer les armes et à coopérer. Ici, quoi qu'on pense ou fasse tous individuellement, on n'est pas là pour s'écharper, on est là pour construire. On se reprendra la tête si on arrive un jour à trouver une île sur laquelle accoster et si on en a encore l'envie et l'énergie. Pour l'instant, pause. On y arrivera parce qu'on sait tous au fond de nous qu'on y a intérêt, individuellement et collectivement.